Lorsque Trump est arrivé au pouvoir il y a un an, il semblait avoir certaines bonnes idées. L'une de mes préoccupations concernant les États-Unis est que la stratégie des 30 dernières années ne fonctionne plus. Les États-Unis s'épuisent eux-mêmes, puis incitent les autres grandes puissances à s'unir pour les contrebalancer. Ainsi, de mon point de vue, il était logique que les États-Unis se retirent un peu. Ils pourraient alors renforcer leur position phare, in Euro, et les puissances eurasiennes se contrebalanceraient davantage entre elles. Il semblait que Trump allait dans cette direction, se retirer de l'Europe et du Moyen-Orient et se concentrer plutôt sur l'hémisphère occidental. Eh bien, tout cela avait du sens. Cela ne veut pas dire que l'opération au Venezuela était un coup de génie ou quoi que ce soit, mais au moins, il regardait vers la patrie, si l'on peut dire. Que s'est-il passé ici? Comment? Enfin, après un an, il est toujours en Ukraine. Encore une fois, c'est l'un des problèmes actuels. Je pense qu'ils ont cédé une grande partie des défenses aériennes et d'autres armes qui auraient pu être utilisées. Mais ils consolident aussi désormais la position des États-Unis au Moyen-Orient. Peut-être pas la consolider, mais y consacrer beaucoup de ressources. Comment expliquer qu'une stratégie qui semblait claire ne semble plus être suivie? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas de stratégie. Vous savez, c'est là le problème. Ce nouveau document qui a été publié était censé représenter une nouvelle stratégie militaire nationale, mais il n'y a aucune preuve réelle que nous en ayons suivi une quelconque partie. Se concentrer sur l'hémisphère occidental ne signifie pas, et ne devrait pas signifier, envahir les pays des autres dans l'hémisphère occidental. C'est tout simplement ridicule. Et encore une fois, c'est un peu comme ce que j'ai déjà dit. Vous parlez de l'islam radical et du terrorisme islamiste, et ensuite vous attaquez l'Iran. Ça ne colle pas. Si vous disiez, nous allons nous concentrer sur le danger au Pakistan, le danger en Syrie, ce serait plausible, mais pas l'Iran. En même temps, vous dites que nous avons un énorme problème de drogue. Nous avons un problème de trafic de drogue et de traite des êtres humains. Le principal foyer de tout cela, le véritable centre, c'est le Mexique. C'est ce qui est le plus dangereux pour nous. Mais nous avons attaqué le Venezuela sans qu'il y ait de véritables raisons de le faire. Le Venezuela était prêt à faire affaire avec nous. Et ensuite, nous enlevons le président et sa femme. Nous payons des millions de dollars à diverses personnes dans le pays pour nous laisser entrer, et nous appelons cela une brillante opération militaire. Eh bien, je suis sûr que c'était brillant. C'est une opération de police. Une opération de police paramilitaire rendue possible par l'armée américaine. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas vraiment un résultat. Nous ne contrôlons pas le Venezuela. Le Venezuela se contrôle lui-même. Et ils peuvent nous attendre presque indéfiniment. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. En attendant, nous n'avons rien changé à la frontière avec le Mexique. Ah, c'est mieux qu'avant. Mais nous n'avons pas arrêté l'afflux de drogue et de trafic d'êtres humains dans notre pays. Cela continue d'arriver, pas au même rythme qu'avant, mais cela continue. Et des milliards de dollars en liquide continuent de s'écouler vers le sud, au Mexique. Il y a donc énormément de choses qui relèvent de la pure fiction. Je ne pense pas qu'il y ait une véritable stratégie, car tout Américain lucide regarderait le Moyen-Orient et dirait « Cet endroit n'a pas besoin de la puissance militaire américaine. Si nous nous y impliquons, nous allons tout faire exploser. » Cela peut convenir à Israël, du moins temporairement, mais je n'ai jamais cru que ce soit bon pour Israël. Je ne vois aucune preuve que cette idée appelée Grand Israël, dont il parle ouvertement, c'est-à-dire l'acquisition de territoires tout autour d'Israël pour en faire un grand État comptant, 6 ou 7 millions de Juifs, ait la moindre chance de réussir. Ce qu'elle a fait, c'est offenser, mettre en colère et aliéner pratiquement tout le monde dans la région.
Donc je pense qu'avant que tout cela ne soit terminé, la question à laquelle nous essaierons de répondre sera: Israël survivra-t-il à tout cela? C'est la vraie question. Je n'en suis pas sûr. L'Iran survivra, il est avec nous depuis environ 2700 ans. C'est comme faire la guerre à la Chine. La Chine survivra-t-elle? Bien sûr que oui. Elle existe depuis 5000 ans. Et il en sera de même pour l'Inde. Vous savez, la question est de savoir si en nous impliquant dans ces guerres stupides, nous les Américains pourrons y survivre. Nous sommes des arrivants relativement récents sur la scène mondiale. Nous ne sommes pas un État civilisationnel à proprement parler. Donc tous ces sujets vont être abordés dans les semaines à venir. Et je pense que, pour le moment, le président Trump va simplement ordonner à tout le monde de continuer à attaquer, bombarder, viser et frapper. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut menacer de nouvelles sanctions, mais je pense que cela a largement perdu de son efficacité. Je crois que c'est ce qui explique la haine et l'hostilité à notre égard à l'intérieur de l'Iran. Donc je ne vois rien de bon qui puisse en découler pour nous. En revanche, je pense que la Perse ressortira de tout cela comme une entité beaucoup plus forte et plus influente. Tu dis qu'Israël pourrait ne pas survivre. Comment penses-tu que cela se passerait? Serait-ce à cause du retrait des États-Unis ou des conséquences économiques de cette guerre? Les gens fuiraient-ils simplement ou les vois-tu être vaincus militairement? Quel serait le scénario? Un peu de tout cela. Je veux dire, il suffit de revenir en arrière et d'écouter M. Netanyahou expliquer ses soi-disant 7 fronts. Ce n'est pas viable. Apparemment, les Israéliens ont maintenant mobilisé 100 000 réservistes supplémentaires. Il sera intéressant de voir combien d'entre eux se présenteront réellement au service. On parle en Israël d'une invasion du Liban pour s'en prendre au Hezbollah, car on ne peut pas tout faire depuis les airs. À un moment donné, Israël finira par être épuisé et à bout de ressources, un peu comme l'Ukraine. Aujourd'hui, la question n'est pas « la Russie va-t-elle survivre ?», mais plutôt « l'Ukraine va-t-elle survivre ?» Que restera-t-il? Ce ne sera certainement pas ce que c'était. Alors, cela signifie-t-il qu'Israël survivra sous une certaine forme? Peut-être. Mais ce ne sera pas ce que c'était, ni ce que c'est aujourd'hui. Vous savez, ces choses dépendent de plusieurs facteurs. Mais il faut regarder les tendances. Et les tendances en ce moment ne sont pas favorables. Eh bien, que voyez-vous se passer au cours des prochains jours et semaines? Je veux dire, quel type d'escalade est possible? Je ne vois pas vraiment ce que les États-Unis peuvent faire différemment, à part peut-être attaquer ou simplement continuer ce qu'ils font déjà. Mais comment voyez-vous l'Iran éventuellement intensifier la situation? Et étant donné que, comme vous l'avez dit plus tôt, le conflit est déjà devenu régional très rapidement, voyez-vous une possibilité qu'il redevienne mondial? Dans quelles conditions pensez-vous que les Chinois ou les Russes se joindraient? Je veux dire, s'ils observent la même chose que nous, ils pourraient conclure que les Iraniens gèrent la situation par eux-mêmes. Eh bien, si les Israéliens décidaient d'utiliser une arme nucléaire tactique ou toute autre arme nucléaire dans le but de stopper les attaques incessantes de missiles iraniennes, je pense que cela changerait la situation de manière spectaculaire. Je ne suis pas sûr qu'Israël y survivrait. Les Russes et les Chinois, à ce moment-là, interviendraient certainement et nous feraient clairement comprendre que si cela ne s'arrête pas et continue, ils rejoindraient activement le combat contre Israël et contre nous. Et souvenez-vous, je ne pense pas que les Israéliens vont faire quelque chose comme ça immédiatement. Je prévois qu'à un certain moment, les Israéliens pourraient dire « Si l'Iran ne s'arrête pas, nous lancerons une arme nucléaire. » C'est un peu ce que je pense qu'il pourrait se passer. Eh bien, nous n'avons aucun contrôle sur Israël.
Israël nous contrôle, c'est très clair. Donc, si nous ne pouvons pas contrôler Israël et qu'Israël agit ainsi, alors la Russie et la Chine interviennent. Eh bien, elles interviendraient à un moment où nous aurions déjà épuisé nos stocks. Alors, comment pourrions-nous livrer un combat significatif? Vous savez, jusqu'à présent, tout au long de la guerre par procuration en Ukraine, en coulisses et même publiquement, des gens ont soulevé la question qu'il ne fallait pas aller trop loin, qu'il fallait penser en termes de réserve de guerre. Mais finalement, avec le temps, cette prudence a été jetée aux oubliettes, car il n'y avait aucune preuve que la Russie était vaincue, que la Russie était détruite, que les sanctions fonctionnaient. Et donc, nous avons décidé d'investir de plus en plus dans la guerre en Ukraine. Eh bien, cela a échoué, lamentablement, et ils ont épuisé leurs réserves de guerre en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays. Nous avons fait la même chose avec une grande partie de nos munitions. Donc, si vous avez fait cela, et que tout à coup les Russes et les Chinois disent « Ça suffit, arrêtez, Israël a utilisé une arme nucléaire, nous ne le tolérerons pas. » Et s'ils n'arrêtent pas, nous pourrions utiliser une arme nucléaire en réponse. C'est toujours une possibilité. Que faisons-nous? Je pense que nous devons dire aux Israéliens « Vous devez arrêter, et si vous n'arrêtez pas, nous partons. » Je pense que nous en arriverons là. Et ce n'est pas une situation finale que nous avions prévue. Nous avions prévu l'autre issue. L'Iran et ses dirigeants maléfiques, responsables du terrorisme et menaçant le monde entier, devront se soumettre. Non, ils ne le feront pas. Et ils ne le feront jamais. Il est difficile de prévoir comment cela va évoluer. Je veux dire, si l'on regarde la guerre en Ukraine, à quel point la rhétorique était prudente au début, à quel point l'Occident était réticent à envoyer des armes, et où nous en sommes aujourd'hui, avec un chancelier allemand qui se vante d'avoir contribué à infliger d'innombrables pertes à la Russie. On ne voyait pas cela au début de 2022. Donc, étant donné la rapidité avec laquelle cette guerre avec l'Iran s'intensifie, c'est tout à fait possible. Juste une dernière question. Voyez-vous une possibilité ou une voie pour que Trump mette fin à cette guerre? Ou est-ce tout simplement impossible parce que les Iraniens doivent, je suppose, chasser les Américains de la région? Netanyahou est aux commandes. Alors écoutez attentivement Netanyahou et vous saurez ce que Trump va faire. Soyons francs, il reçoit ses ordres de Netanyahou. Ce n'est pas un agent libre. Il a des gens chez lui qui le poussent dans certaines directions. En conséquence, je ne vois aucun changement à court terme à Washington. Tout le monde dira simplement, eh bien, nous continuerons à bombarder, nous continuerons à lancer des frappes de missiles et nous finirons par réussir. Nous avons fait cela pendant 68 jours au Kosovo, et au final, ce n'est pas la guerre aérienne et de missiles qui a convaincu les Serbes de quitter le Kosovo. C'est la décision de la Russie de couper les vivres aux Serbes et de dire « Non, nous ne pouvons pas vous fournir de carburant, de nourriture et de médicaments pendant l'hiver. » Cela s'est produit parce que Strobe Talbot, le secrétaire d'État adjoint, est allé à Moscou et a négocié un accord, comme le président Trump aime le dire. L'accord comportait un certain nombre de promesses que nous avons faites pour convaincre les Russes d'agir ainsi. Les Russes considèrent aujourd'hui, avec le recul, que ce fut un moment de profonde honte dans leur histoire. Et je pense qu'ils ont raison. Mais je ne crois pas qu'ils aient eu beaucoup de choix à ce moment-là. Eh bien, ils ont un choix maintenant. Les Chinois ont un choix. Le reste du monde n'est plus aussi faible qu'il l'était autrefois. Cela fait partie de la vague de changements nouveaux dans notre civilisation et dans le monde que le gouvernement américain refuse d'accepter. Nous sommes désormais engagés dans une lutte en matière de missiles, de fusées et de capacités conventionnelles, avec un adversaire presque équivalent, comme on dit.
almost a near peer, as they say. That's something we could never have imagined. Vous savez, c'est quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et je pense que le président Trump a exprimé son choc et sa surprise, tout comme M. Witkoff l'a dit, que les Iraniens ne se soient pas déjà rendus. Parce que de leur point de vue, d'après leur expérience dans l'immobilier à New York, un tel niveau de dégâts est si terrible que l'on finit par céder et partir. On s'en va, on se soumet, on signe l'accord. Eh bien, il ne s'agit pas d'immobilier. Ce n'est pas New York. C'est un état de civilisation qui ne se rendra absolument pas aux exigences de l'État juif au Moyen-Orient, lesquelles sont ensuite soutenues par la puissance militaire américaine. Donc je ne pense pas que nous irons très loin avec le président Trump pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, quelque chose finira par céder. Le domaine dont nous n'avons pas encore parlé, mais que tout le monde doit surveiller de près, c'est notre marché obligataire, en particulier l'obligation à 10 ans, et le rendement va augmenter. Regardez la dédollarisation. Regardez notre faiblesse financière. Ces éléments sont importants. Je pense que nous pourrions nous retrouver dans une crise financière très grave, certainement pire que celle que nous avons connue en 2007 et 2008. C'est probablement l'autre facteur de cette équation multivariée qui pourrait fondamentalement nous faire basculer. Mais quoi qu'il arrive au final, nous assistons ici à la fin de l'ancien Moyen-Orient. Nous assistons à la fin de l'hégémonie militaire et de la domination politique américaine. C'est cela que nous observons. That's what we're watching.